Bien, bonsoir à tous. Merci pour votre présence ce soir à cette rencontre Fondaprès, la dernière de l'année. Mais je vous rassure, les rencontres Fondaprès se poursuivront l'année prochaine. Et donc la rencontre de ce soir est dédiée à la problématique du numérique comme vecteur de transformation des compétences associatives. Donc nous sommes, et d'ailleurs c'est le fil directeur de toutes ces rencontres Fondaprès, pour ceux qui ont suivi déjà d'autres rencontres, nous sommes entrés dans la transition numérique, ce qui est un lieu commun de le dire. Et l'idée clé de cette entrée dans la transition numérique, c'est que le numérique transforme en profondeur nos façons de consommer, de produire, mais aussi de créer du lien et de travailler. Les associations, donc par conséquent, au même titre que toutes les organisations, sont concernées par ces transformations, et ce, à plusieurs niveaux. D'abord au niveau des modèles d'engagement, au niveau des modèles d'organisation, au niveau des métiers et au niveau des fonctions. Donc là, évidemment, je viens de vous énumérer une série de transformations qui ont trait au mode de fonctionnement en interne du monde associatif, mais ces transformations, elles se traduisent aussi dans les missions, dans les fonctions, dans tout ce qu'on va devoir développer en réponse à de nouveaux besoins. Et parmi les nouveaux besoins que la transformation numérique fait apparaître, il y a notamment les problématiques de médiation numérique. Mais il faut aussi voir, au-delà des problématiques, le fait que le numérique fait apparaître des nouvelles opportunités d'action. Donc on voit bien qu'on agit vraiment avec cette transition numérique à la fois sur le fonctionnement interne de l'association, mais aussi finalement sur ce qui est extérieur à l'association, sur ses actions, sur la façon dont elle agit au sein de la communauté. Et dans tous les cas, que l'on parle du niveau finalement fonctionnement interne ou mission, finalement, c'est les compétences qui sont déployées au sein des associations qui sont concernées et qui sont appelées à évoluer par le fait de la transformation du numérique. Et cette transformation des compétences sous l'influence du numérique, finalement, elle s'applique autant aux bénévoles qu'aux salariés, avec potentiellement l'apparition de nouveaux métiers. Et donc ce soir, on va vraiment essayer de mieux comprendre la façon dont les compétences qui sont mises en œuvre dans les associations, aussi bien par des bénévoles que par des salariés, on va essayer de comprendre comment est-ce que ces compétences évoluent sous l'influence du numérique, et on va essayer de voir un petit peu comment est-ce que, de voir comment en fonction de cette transformation numérique, on peut mieux définir les missions associatives et on peut mieux définir l'évolution des fonctions support en conséquence pour être en capacité de faire que cette transformation numérique, que cette transition numérique soit vraiment constitue une opportunité pour les associations. Et donc ce soir, ce qu'on va vous proposer, ça va être un petit peu un tour d'horizon des transformations qui sont induites par le numérique et la façon dont ça se traduit pour les associations. Et après ce tour d'horizon, on va s'intéresser plus spécifiquement à quelques fonctions clés pour essayer de voir vraiment de façon très pratique comment quelques fonctions clés qu'on voit dans le monde associatif finalement sont concernées par ces mutations numériques et comment est-ce qu'on peut s'y adapter. Et donc pour ce soir, je remercie pour leur participation et d'avoir répondu favorablement à notre invitation Tiffaine André, qui est la directrice de professionnalisation de l'ADMICAL, Olivier Arnaud, qui est le président et cofondateur de Picasso, Claire Dubien, qui est responsable du développement de Solidatech, et Oriane Ledroit, qui est directrice de la mission Société numérique de l'Agence du numérique. Alors je vous laisserai présenter vos structures, hein, je ne vais pas les présenter pour vous. Et donc, pour commencer et pour rentrer un petit peu dans cette problématique, je m'adressais à Oriane Ledroit sur une première question autour de la société numérique, puisque donc vous êtes responsable de cette mission. Alors on se demande un petit peu finalement qu'est-ce qu'on met derrière cette notion de société numérique. Et concrètement, alors je pense notamment à tout ce que vous avez pu faire autour du baromètre du numérique que vous éditez avec le CREDOC. En fonction de ce document, voilà, comment est-ce que finalement on peut dire que Internet bouleverse nos usages et nos pratiques ? Et dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire qu'il est devenu un véritable vecteur d'intégration à la société ? Bonsoir. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si ça marche. Bonsoir à tous, merci de l'invitation. Alors, l'Agence du numérique, c'est une administration qui est rattachée au ministère de l'économie et au ministère de la cohésion des territoires. Donc, c'est une administration centrale, les bureaux sont à Bercy. Et qui dépend aussi aujourd'hui du secrétariat d'État au numérique, Mounir Majoubi. Et donc sur l'agence du numérique, il y a 3 missions qui lui ont été confiées à sa création il y a 2 ans. 3 missions qui sont complémentaires les unes des autres. La première mission, c'est, vous en avez sûrement entendu parler, ça s'appelle le plan France très haut débit. Donc c'est le déploiement de l'infrastructure très haut débit, donc numérique en France sur le territoire. La deuxième, c'est la mission French Tech, qui est tout ce qui est... on est dans un lieu
un peu totem de la French Tech, c'est tout ce qui est accompagnement des écosystèmes d'innovation et des startups pour l'internationalisation des startups françaises. Et puis la troisième mission, c'est la mission Société numérique que je pilote et qui travaille face à cette révolution numérique que vous avez décrite, qui se diffuse partout, hein, nouvelle façon de faire, nouvelle façon de travailler, nouvelle façon d'apprendre, nouvelle façon de participer, nouvelle façon d'accéder à la connaissance, etc. etc. Se dire quelle société numérique on veut face à ça, parce que la révolution numérique, c'est plus un constat qu'une exigence ou qu'une ambition. Et donc nous, on travaille dans cette optique de se dire que face à cette révolution numérique, il faut créer une société numérique qui soit à la fois innovante et inclusive. On a l'habitude d'entendre le secrétaire d'État au numérique dire performante et humaine. C'est cette même idée que si elle laisse au bord du chemin la grande majorité des Français, on aura perdu la partie, et elle ne pourra être qu'innovante que si elle est vraiment inclusive. Donc qu'elle met tout le monde dans le bateau et qu'on est tous mis en autonomie de profiter des opportunités, parce que c'est quand même des opportunités que le numérique nous amène. Donc ça, c'est pour la présentation de ce qu'on fait. Donc nous, on travaille vraiment sur ces questions de favoriser la montée en compétences de tout le monde, notamment via le réseau de la médiation numérique que j'expliquerai ensuite dans le cadre de cette table ronde, et de travailler aussi à accompagner les collectivités locales, les territoires dans leur transition, puisque c'est ces collectivités aujourd'hui qui ont des responsabilités face à leurs habitants, leurs citoyens, qui sont de plus en plus fortes. Donc panorama de qu'est-ce que c'est que la mission Société numérique et qu'est-ce que c'est que l'agence numérique. Donc aujourd'hui, effectivement, la société numérique, c'est un constat, elle existe parce que les usages numériques se diffusent. Nous, aujourd'hui, et c'est quelque chose qui peut faire sens dans le débat, c'est de se dire que aujourd'hui, la révolution, la transformation numérique, c'est moins une question technologique qu'une question de changement culturel. Et c'est moins un enjeu de diffusion de technologie que d'appropriation de la maîtrise des outils qui sont nouveaux, mais aussi de l'appropriation des potentialités, des opportunités liées au numérique. Donc c'est vraiment cette idée de changement culturel et d'essayer de faire en sorte que tout le monde, qu'il n'y ait pas de défiance vis-à-vis de ça, parce que en fait, c'est quand même des choses, si on les maîtrise, qui sont plutôt positives, qu'il y ait des garanties, des sécurités qui amènent par exemple la protection des données, enfin toutes ces questions-là de sécurisation du dispositif, mais quand même on parie que c'est des choses qui sont positives et qui offrent des nouvelles façons typiquement, un exemple que j'aime bien donner, c'est Wikipédia. Wikipédia, c'est l'équivalent de plus de 6000 volumes d'une encyclopédie. Aujourd'hui, il y a un artiste qui s'est amusé à imprimer Wikipédia. Ça a donné plus de 6000 volumes d'encyclopédie. Avant, quand on allait chercher des informations pour faire un exposé de classe ou une recherche, etc., on allait dans des documents, des ressources qui étaient limitées. Aujourd'hui, Wikipédia, c'est contributif, donc la qualité de l'information, elle est là. Et par ailleurs, c'est beaucoup plus vaste qu'une encyclopédie. Donc la société numérique, c'est un enjeu culturel. Et donc nous, pour revenir à votre question, comment on mesure l'état d'avancement de la société numérique en France? Donc nous, on a un laboratoire qui est disponible pour vous en tant qu'association, etc., où on produit des données et des savoirs sur ces questions de quelles sont les pratiques des Français, quels sont les usages qui sont les plus diffusés, quelles sont les fractures, quelles fractures on constate, dans quel territoire, est-ce que c'est uniquement des fractures d'âge, est-ce que c'est des fractures de diplôme, etc. Donc on a un laboratoire qui est à votre disposition, qui est sur le site de l'agence numérique. Et par ce laboratoire, on produit des enquêtes, on finance des enquêtes, dont le baromètre du numérique dont vous avez parlé, qui est une enquête récente, qui a une enquête qui a 10 ans, et qui a été sortie pour cette édition 2017 il y a 2 semaines, et qui analyse chaque année l'évolution de cette société numérique, alors tant en termes d'équipement qu'en termes d'usage, de pratique et de compétences.
Et par ailleurs, on a une deuxième enquête qu'on finance qui s'appelle Capacity, qui questionne un petit peu justement les promesses liées à la diffusion du numérique avec la réalité des bénéfices tirés par les Français de cette diffusion. Est-ce qu'effectivement, ça nous ouvre des opportunités en termes de lien social et d'ouverture à des nouveaux mondes ? Oui ou non? C'est plutôt non aujourd'hui, ça a plutôt tendance à être, à reproduire un petit peu les cercles sociaux qu'on a déjà. Est-ce que ça nous ouvre des nouvelles capacités à accéder à la connaissance? Là, on est plutôt sur des réponses favorables. Est-ce que ça nous ouvre des nouvelles façons de participer dans la vie publique, dans la vie politique, etc. Donc on questionne ces réalités. Est-ce que j'ai encore un peu de temps pour donner les fractures? Une minute? Alors je me suis permis d'amener justement le récapitulatif du dossier sur le baromètre du numérique 2017, qui est consultable aussi sur le site de l'agence, qui récapitule un petit peu justement qu'aujourd'hui, tout ce qui est les usages numériques aujourd'hui, c'est davantage des usages en mobilité, donc avec le smartphone plus avec un ordinateur. Se diffusent toutes les thématiques, tous les usages se diffusent, c'est-à-dire accéder à l'information, tout ce qui est e-commerce, tout ce qui est nouvelles formes de consommation collaborative, tout ce qui est démarche en ligne, alors plus ou moins imposé, on en convient. Donc tous les usages aujourd'hui se renforcent en termes de numérique, et on a des fractures, notamment territoriales, qui se renforcent aussi, et c'est ce sur quoi nous on essaye d'intervenir. On a des fractures entre les zones métropolitaines qui sont largement en avance, tant en termes de sentiment d'être compétent qu'en termes d'usage, et non pas les zones rurales, mais les villes moyennes, c'est-à-dire les villes de 20 à 100 000 habitants. C'est elles dont les habitants sont les plus en retard aujourd'hui dans ce qu'on constate. On a des fractures aussi en termes de diplôme et de niveau de vie. La plupart des personnes qui ont un diplôme Bac+5 et des niveaux de vie élevés considèrent qu'ils tirent des opportunités tant en termes professionnels qu'en termes de vie privée et de vie citoyenne positifs par rapport au numérique, alors qu'on a des chiffres beaucoup moins forts sur les personnes qui sont moins diplômées. On a à peu près aujourd'hui 40% des Français qui se disent inquiets à l'idée de réaliser des démarches administratives en ligne. On a à peu près 13 millions de Français qui considèrent qu'ils ne sont pas à l'aise avec le numérique. Qu'est-ce que j'ai comme chiffre? On a une fracture aussi en termes de sentiment d'être compétent, qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme. Et donc de diffusion aussi de pratiques différentes entre les hommes et les femmes. Mais je vais m'arrêter là et je vais vous renvoyer au baromètre qu'on a versé. Alors je ne sais pas trop comment ça s'organise, mais on a versé aux documents, aux ressources qui sont disponibles pour la table ronde. Alors merci pour ces premiers éclairages. Alors moi parmi les multiples données que vous avez indiquées, je retiens surtout je retiens vraiment l'idée que le changement numérique, finalement, il est avant tout culturel plutôt que technologique, et que la grande question qu'on doit se poser, c'est de savoir finalement comment est-ce qu'on s'approprie ces opportunités. Et pour ça, je vais me tourner vers Claire, alors notamment pour voir un petit peu au niveau des associations, où on en est aujourd'hui de la place du numérique dans le projet associatif. Finalement, est-ce qu'on a réussi au sein des associations à se saisir des opportunités du numérique ? Est-ce qu'on a réussi à opérer un changement culturel? Et finalement, aujourd'hui, dans les associations, quels sont les usages, quels sont les outils, et puis quels impacts on peut observer par rapport à l'appropriation du numérique? Bonsoir à tous. Donc moi, je suis Claire Dubien du programme Solidatech. Juste en 2 mots, le programme Solidatech, avant de répondre à ta question. Solidatech, donc c'est un programme pour accompagner le secteur associatif dans sa transition numérique. Donc pour ça, on propose des outils, du matériel reconditionné, soit gratuitement, soit à tarif solidaire, mais aussi des formations, des services, un centre de ressources, une assistance téléphonique. En gros, vraiment, vous mettre à disposition tout ce qu'il faut pour vous accompagner dans votre transformation numérique. Dans ce cadre-là, l'année dernière, on a mené une grande enquête sur la place du numérique dans le secteur associatif, avec Recherche et Solidarité. Je ne sais pas si certains d'entre vous les connaissent, ils sont assez réputés dans toutes les études qui mènent sur le secteur associatif. Et donc, on s'est associés pour pouvoir chacun apporter cette compétence, nous plutôt numérique, eux plutôt vie associative, pour mener du coup cette enquête, dont je vais vous dire 3 mots pour répondre à la question de Bastien. Mais si vous souhaitez en savoir plus, je vous ai mis la petite synthèse au fond de la salle, et le rapport complet fait une 60aine de pages. Donc je vous invite, pareil, je pense qu'il fait partie de toutes les ressources qu'on vous distribuera.
Donc juste quelques mots sur aujourd'hui les usages du numérique dans le secteur associatif. Pour vous donner une petite idée, l'enquête a été menée auprès de plus de 6000 bénévoles du secteur associatif et plus de 1500 dirigeants associatifs. Donc on a une représentativité toute association confondue, tout secteur confondu, toute taille, bénévoles, salariés, etc. Et géographiquement dans toute la France. Donc pour vous donner le panel, bien sûr, vous pourrez retrouver tous les détails sur l'enquête. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que les usages sont vraiment de plus en plus diversifiés. Ça fait tout à fait écho à ce que nous disait Oriane en introduction. Le numérique est aujourd'hui omniprésent dans la société. On le voit à travers toute l'apparition d'applications, la présence du smartphone. Je crois que dans le dernier baromètre du numérique qui a été publié, on dit que plus de 80% des plus de 15 ans ont un smartphone. Donc voilà, le numérique est partout et omniprésent dans la société et c'est tout à fait le reflet de ce qu'on a pour le secteur associatif dans les pratiques quotidiennes. Avant, le numérique, c'était surtout des tâches bureautiques et peut-être un serveur sur lequel on stockait ces fameux documents, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin que ça. Là, on se rend compte en 2016 que le numérique est présent partout, donc aussi bien pour gérer les activités de son association, gérer les adhésions, gérer ses bénévoles, etc., que communiquer vers l'externe à travers des sites internet, les réseaux sociaux, les newsletters par mailing, etc. Communiquer en interne avec l'apparition des outils collaboratifs. Si vous voulez, on pourra aussi en redire un mot lors des échanges, parce que je pense que c'est on va le voir, c'est un outil qui a énormément évolué et qui a énormément de potentiel dans la façon de travailler du monde associatif où on mélange des bénévoles, des salariés, des adhérents, des bénéficiaires qui sont dans des temps et des façons de travailler qui sont différentes. Donc c'est des outils qui sont tout à fait adaptés. Pour suivre et évaluer les projets et activités de son association, on a de plus en plus d'outils qui nous permettent d'être plus efficaces pour suivre ces projets au quotidien et donc pouvoir faire du reporting auprès de ses financeurs beaucoup plus efficacement et souvent avec une transparence plus grande, ce qui encourage aussi les financeurs à suivre vos projets. Sur la formation des adhérents et des bénévoles, on aura l'occasion d'en redire un mot tout à l'heure sur ces nouveaux outils et tout ce que ça peut offrir comme perspective. Et enfin, quelque chose qui a de plus en plus émergé au cours de ces 3 dernières années sont les projets où le numérique est, alors c'est un grand mot, mais qui est au service du bien commun. C'est-à-dire que l'association a développé un projet en interne directement pour ses bénéficiaires. Un exemple très concret, nous on participe à un projet qui s'appelle Silver Geek où c'est des jeunes en service civique qui vont dans les maisons de retraite pour apprendre aux personnes âgées à se servir de tablettes pour communiquer avec leur famille, mais également de consoles de jeux pour jouer au bowling en fait sur console de jeu, parce que du coup c'est beaucoup moins difficile physiquement que de jouer au vrai bowling, mais on retrouve tout le côté vraiment ludique et du coup on a vu un impact sur la santé des personnes qui commençaient à monter en compétence sur ces outils-là, enfin, sur ces jeux-là, qui était assez fort au niveau de la mobilité, au niveau du bien-être mental, qui était vraiment très fort. Donc on se rend compte que le numérique peut aussi servir au lien social, au bien vieillir. Dans l'éducation, il y a des exemples qui pullulent. Donc là aussi, en dehors de ce qu'on peut faire au sein de son association, on peut aussi développer des projets autour de sa structure. Du coup, quelques mots rapides sur les usages, la percée des usages entre 2013 et 2016. Donc, on a un petit baromètre. On voit que le site internet est vraiment très présent parce que 73% des associations ont un site internet. Ce chiffre va sûrement continuer à augmenter dans les années à venir, mais on voit qu'on atteint quand même quasiment les 3/4. Les réseaux sociaux ont connu une énorme percée. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, tous les publics sont sur les réseaux sociaux. J'étais assez étonnée parce que je suis moi-même pas très réseau social, mais la moyenne d'âge sur Facebook, c'est 40 ans. Donc c'est quand même plus que... les réseaux sociaux, c'est pas que les jeunes adolescents, c'est vraiment toute la société. Et une étude a montré que 62% des Français déclaraient que c'était important pour eux qu'une association, une ONG, soit présente sur les réseaux sociaux pour faire vivre son action, pour communiquer sur son action et mieux comprendre ce qu'il faisait. Donc il y a un vrai enjeu aussi du secteur associatif à être dessus, mais on voit que les associations en ont quand même vraiment pris conscience, puisque 62% sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est un chiffre qui est supérieur au TPE. Donc le secteur associatif, pour répondre à ta question, c'est bien saisi de ces outils-là. Et enfin, comme je vous le disais, sur les outils collaboratifs qui correspondent tout à fait aux pratiques du secteur, on a gagné 21 points entre 2013 et 2016, et c'est un chiffre où on le voit au quotidien qui va continuer à augmenter dans les années à venir. Un petit focus sur les outils qui vont se développer. Donc ça, dans notre enquête, on a demandé aux associations de quels outils sur quels outils vous aimeriez bien être demain, qu'est-ce que vous aimeriez bien faire. Et on voit, alors la slide n'est pas toujours évidente à lire, demain c'est bien 8 qui l'utilisent aujourd'hui, plus 42 qui pourraient l'utiliser demain, ça fait 50% en tout demain qui pourraient utiliser des outils de formation à distance.
bien sûr, avec tout le potentiel qu'offrent les outils de formation à distance, on comprend cette envie. Aujourd'hui, c'est encore très très peu d'associations qui peuvent y être, on n'est qu'à 8%, parce qu'il y a des contraintes techniques dont on discutera tout à l'heure et qui sont assez fortes. Le don en ligne a très bonne presse en ce moment. On voit énormément de plateformes de dons en ligne se multiplier. On voit que finalement, assez peu de structures associatives, seuls 13% sont présentes aujourd'hui sur ces plateformes. Beaucoup souhaiteraient y être demain. Malgré un sentiment qu'on a vu, vous pourrez voir dans l'enquête complète, je n'y reviendrai pas ce soir, mais sur la difficulté, parce que ça demande beaucoup d'investissement de mener des campagnes de crowdfunding, et on n'a jamais de garantie de retour sur cet investissement, donc il y a quelque chose qui peut être assez déceptif. Donc il y a une certaine vigilance à avoir sur ces sujets-là. Et enfin, les applications smartphone, on l'a dit, le smartphone est omniprésent. Donc de plus en plus se sont rendus compte de l'importance d'avoir aussi des applications pour son association et pour pouvoir animer sa communauté. Et ça, je pense qu'Olivier pourra nous en dire aussi un mot tout à l'heure. Sur quelques impacts, dans l'étude complète, vous retrouverez les impacts positifs, négatifs et ceux où on ne voit pas encore les impacts. Les dirigeants associatifs, on considère qu'ils n'ont pas assez de recul. Ce soir, je vais faire un focus sur les effets positifs parce que c'est ceux qui sont ressortis le plus fortement. Bien sûr, on retrouve le partage de l'information, que ce soit en interne à la structure ou en externe pour communiquer. Le partage de l'information est très très facilité grâce au numérique. L'image de l'association grâce au site web, grâce aux réseaux sociaux, au mailing, bien sûr, on a un impact qui est très positif grâce au numérique. Le suivi et l'évaluation des actions, parce qu'on facilite aussi grâce à tous ces outils. Mais aussi, à 60%, l'implication des bénévoles. Le fait que les bénévoles puissent aussi avoir accès plus facilement à l'association et puissent avoir des nouvelles formes de bénévolat sans forcément être physiquement présent dans l'association. Mais on appelle du coup ça du e-bénévolat, quand le bénévole peut être présent à distance, peut suivre les réunions à distance, peut avoir aussi donner des conseils, accompagner l'association sans être forcément physiquement présent. Ça aide à se sentir impliqué parce qu'on a une facilité de communication qui est beaucoup plus forte. Et enfin, pour finir, j'y vais. Je vous ai listé quelques compétences clés à développer pour assurer sa transformation numérique. Je l'ai un peu tourné en fait dans l'étude. On a plutôt axé ça sur les clés de la réussite. Donc un peu aujourd'hui, quand on souhaite intégrer des outils numériques au sein de sa structure, quels sont les pièges à éviter, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place. J'ai essayé de tourner ça pour ce soir en fonction du thème en compétences clés. Déjà, le numérique n'est pas une fin en soi, ce sont vraiment des outils au service du projet associatif. Donc avoir des outils numériques pour avoir des outils numériques, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Souvent on tombe un peu à côté de la plaque parce qu'on a essayé de calquer des outils sur des pratiques anciennes et du coup ça ne fonctionne pas, on en parlera tout à l'heure. Et pour ça, il y a un poste aujourd'hui qui est présent. Alors, nous, on l'a vu, mais dans des grosses structures qui ont plus de 100 salariés, du coup, qui ont les moyens de financer ce type de poste, mais de responsable de la transformation numérique. Pour avoir, donc, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément technique, qui n'est pas informaticien de naissance, mais qui va vraiment pouvoir avoir un regard très global sur l'ensemble des pratiques de toute l'association. Donc aussi bien des gens qui font par exemple du suivi social, que de la comptabilité, que de la communication, que de mettre en œuvre des actions sur le terrain. Et en fait, il va essayer de faire le lien entre toutes ces personnes-là pour voir comment fluidifier l'information, pour mettre en place des outils qui soient transverses et qui puissent vraiment être là pour renforcer l'impact de l'association. Et ce côté de transformation numérique, du coup, est important à avoir dans le sens transverse à toutes les actions, parce que comme on l'a vu, les usages sont de plus en plus diversifiés. Sur le côté culture numérique, juste penser, on a parlé rapidement de la fracture au sein de la société française, c'est la même chose dans les associations, on n'a pas tous une même culture numérique de base, là on ne parle même pas de formation aux outils, on parle juste d'avoir cette logique autour du numérique, de comment prendre en main certains outils, de comment télécharger une application, allumer son ordinateur, enfin voilà, des pratiques de base en fait. Aujourd'hui on parle français pour pouvoir se parler les uns avec les autres. Demain, pour pouvoir mettre en place des nouveaux outils, il faut déjà avoir une culture de base du numérique pour pouvoir se comprendre et faire participer tout le monde au choix de ces outils. Et enfin, je ne vais peut-être pas toutes vous les faire parce que je pense qu'on est un peu pressé, mais je vous ai listé quelques compétences. N'hésitez pas si vous avez des questions, on pourra y revenir tout à l'heure. Alors, merci pour ces éléments. Je retiens, ce qu'on peut retenir effectivement, c'est l'importance vraiment du numérique comme étant un outil de structuration du projet et que vraiment il faut vraiment le penser en tant que tel. Après, il y a un chiffre aussi qui est assez parlant, c'est le fait que pour 60% des personnes, le numérique a vraiment un effet positif sur l'implication des bénévoles. Et justement, là on rentre dans une partie où on va plutôt travailler sur la question des opportunités et on a vu que c'était un enjeu fort de savoir comment s'approprier les opportunités du numérique.
Et donc, en termes d'implication, le numérique, grâce finalement aux logiques horizontales, collaboratives, il peut faciliter la mobilisation des compétences. Alors Olivier, je crois que vous avez pas mal réfléchi sur ce sujet. Alors la question, comment justement le numérique peut permettre de faciliter l'implication, pour reprendre le terme de Claire, ou permettre vraiment la mobilisation des compétences? Bonsoir à tous, merci de m'avoir invité. Je trouve ça en plus particulièrement bien fait le jour de la journée mondiale du bénévolat. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que du talent derrière tout ça. Donc Olivier Arnaud, moi je suis cofondateur d'une petite structure qui s'appelle Picasso et qui a mis en place en fait un outil d'animation de communauté spécialisé justement sur toutes les structures ESS. Donc toute l'idée derrière ça, c'est comment est-ce que je peux mettre entre les mains d'une communauté associative une solution qui lui permette d'échanger avec toute sa communauté et de s'organiser de telle façon à faire avancer ses projets. Et toute l'idée derrière ça, c'est justement de faire oublier le numérique de telle façon à ce que ce soit suffisamment simple à utiliser pour qu'on fasse progresser ce qui est intéressant dans l'associatif, c'est-à-dire le terrain et l'humain. Je voudrais juste faire un petit rappel peut-être sur le constat aujourd'hui de la situation, et on sera ravis que vous puissiez nous apporter vos témoignages ou au contraire que vous infirmiez la vision qu'on en a. Nous, chez Picasso, on travaille à peu près avec 6000 associations. Aujourd'hui, le contexte dans lequel elles évoluent et le contexte qu'elles nous remontent, c'est un mot qui est un petit peu sale quand on parle du secteur associatif, mais c'est la notion de concurrence. C'est-à-dire que l'accès aux ressources, qu'elles soient humaines ou financières, c'est très notamment complexifié. Pour plein de raisons, mais déjà parce qu'il y a 1 300 000 associations en France, qu'il y en a 75 000 nouvelles qui naissent chaque année, enfin en tout cas les meilleures années. C'est plus que le nombre de sociétés qui sont créées chaque année. Et donc, nécessairement, les ressources qui sont mises à disposition de ces associations-là, on pourra parler du don tout à l'heure, on peut parler des subventions publiques, on peut parler des bénévolats, ces ressources-là, elles ne sont pas extensibles à l'infini. Et donc, il commence à y avoir une véritable concurrence. Et puis, l'arrivée du digital a fait que des associations qui ne sont pas nécessairement sur le territoire, pour autant, peuvent servir des besoins à distance au travers de tous ces outils numériques. Et donc, face à cette hyper-concurrence qui commence à se développer, les associations, si les ressources externes, elles sont de plus en plus compliquées à aller chercher, est-ce qu'elles ne pourraient pas s'appuyer de plus en plus sur leurs ressources internes? Et nous, c'est exactement le postulat duquel on est parti, c'est de dire qu'à l'intérieur de toutes les structures, et particulièrement des associations, il y a une richesse et un gisement de valeur inexploité qui est la communauté justement de ces associations-là. Et comment est-ce qu'on peut faire pour que les associations puissent déjà identifier cette richesse-là et puissent l'exploiter et le mettre au service de leur mission? Donc, comme le disait Bastien, on est aujourd'hui sur des modes de communication qui ont très notablement évolué. Alors pour les gens qui, comme moi, ont les cheveux blancs, parfois ça gratte un peu aux entournures d'entendre ça, mais on est de moins en moins dans une communication pyramidale. C'est-à-dire que les gens qui sont dans nos associations sont les mêmes qui sont dans notre société et ils ont exactement les mêmes attentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mode de mobilisation, il est passé d'un mode de publication où quelqu'un détenait l'information au sommet de l'association et puis l'envoyait à tout le monde, à un mode de discussion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens attendent qu'on discute avec eux, qu'on leur explique pourquoi est-ce qu'on va là-bas. Donc ils attendent beaucoup moins qu'on leur dise comment il faut faire les choses à l'intérieur de l'association, mais beaucoup plus pourquoi est-ce qu'on le ferait. On va retomber sur toutes les notions de sens, d'impact. Et donc l'idée, c'est comment est-ce que l'on peut faire pour qu'au travers de ce dialogue-là, on puisse exposer les compétences que votre communauté, au sein de votre association, détient sans même que vous le sachiez. Et je pense, faites le test autour de vous, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Moi, j'interviens en tant que bénévole dans plusieurs associations. Il y en a où je suis, par exemple, 3 fois par semaine. J'ai découvert que des gens avec qui j'étais 3 fois par semaine, plusieurs heures, détenaient des compétences que je recherchais depuis très longtemps, sans même le savoir. Et pour ça, il faut bien entendu discuter avec les gens. Et puis, il y a aussi des méthodes qui permettent d'exposer ces compétences-là, de dire aux gens, n'hésitez pas. Nous, typiquement dans Picasso, le choix qu'on a fait, c'est que dans le profil de chaque personne, il y a une petite section qui s'appelle biographie, qui, pour certaines associations, est laissée complètement libre. Pour d'autres, vont demander au contraire que les gens exposent, par exemple, la société dans laquelle ils travaillent, s'ils ne sont pas salariés au sein de l'association. Et toute l'idée, c'est de pouvoir faire de ces informations-là des passerelles
entre les différentes personnes au sein de la communauté, déjà pour que les gens tissent des liens entre eux, et puis pour qu'on puisse mobiliser les compétences que l'on découvre au sein de ces descriptions-là. Et donc on voit bien qu'il y a un mot qui est revenu plusieurs fois dans les interventions précédentes, cette notion de collaboration, qui est une espèce de tarte à la crème qu'on nous resserre un peu dans toutes nos entreprises, pour ceux qui ont la chance d'évoluer dans le secteur privé, dans le secteur public, et qui arrive désormais dans nos associations, même si on collabore depuis très très longtemps dans les associations, mais aujourd'hui le travail collaboratif, il est pour les associations particulièrement vital, puisque l'essence même de l'association, c'est-à-dire des gens qui investissent du temps au service des autres, on sait que ce sont des gens qui ne vont pas pouvoir rester nécessairement 20 ans, 30 ans, c'est plutôt les dirigeants qui restent 20 ans ou 30 ans dans une association, mais les bénévoles sur lesquels vous allez vous appuyer, ils restent rarement aussi longtemps. Et donc comment est-ce qu'on fait pour que, alors qu'on a des compétences un petit peu temporaires au sein de l'association, on puisse les identifier suffisamment vite pour pouvoir les mobiliser tant qu'elles sont encore disponibles au sein de l'association. Et donc cette notion de collaboration, se rend compte qu'on ne peut pas faire seul ce qu'on doit faire au sein de l'association pour faire avancer nos missions. Elle amène même aujourd'hui à des réflexions. Nous, on a des associations qui, au sein de leur communauté, vont inviter, par exemple, d'autres dirigeants associatifs ou des intervenants de la collectivité, le responsable, par exemple, au sein de la mairie de la vie associative, ou des entreprises qui peuvent faire du mécénat. Et l'idée, c'est comment est-ce que tout cet écosystème-là, on peut le mettre au service des missions de l'association, et comment est-ce qu'on va pouvoir échanger très rapidement avec toutes ces personnes. Merci pour ces précisions. Alors, effectivement, c'est vrai que nous sommes la journée mondiale du bénévolat et que le bénévolat, c'est une ressource essentielle pour le bon fonctionnement des associations, mais est essentiel aussi pour le bon fonctionnement des associations, le financement. Et ce qui nous amène aussi à un autre volet de développement d'opportunités, c'est qu'au sein du numérique offre finalement des nouveaux outils pour le financement. Alors Tiffaine, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un petit peu plus quels sont justement les outils numériques, nous proposer un panorama des outils qui sont au service vraiment du fundraising pour les projets associatifs? Oui, merci, ça fonctionne. Merci Bastien et bonsoir à tous. Effectivement, alors rapidement, nous, Amical, on est une association reconnue d'utilité publique, et on œuvre dans le mécénat. Donc le but, c'est de développer les pratiques de mécénat et de les pérenniser aussi, et puis de professionnaliser tous les acteurs de ce milieu, qu'ils soient mécènes ou porteurs de projets, associations, de manière à pouvoir avoir des compétences vraiment indispensables dans la recherche de fonds. Et en professionnalisant tout ce monde-là, on se rend compte que le numérique est de plus en plus important. Et au niveau des associations, moi je dirais que l'outil numéro 1, c'est Internet et les réseaux sociaux. C'est ce qui va permettre d'alimenter les autres outils de recherche de fonds, ce qui va permettre de donner une visibilité et une vie aussi à l'association. En formation, on rencontre encore des assos qui n'ont pas de site internet ou qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, et nous, on les incite vraiment à le faire. Avec très peu de moyens, on peut se créer un compte Facebook, Twitter. Avec un téléphone, on peut se faire une petite vidéo pour montrer un peu ce qu'on fait de son projet. Et puis après, on peut aller voir d'autres personnes qui ont des compétences, des structures qui accompagnent, qui forment. On peut bénéficier de mécénat aussi pour avoir un site internet et donner une visibilité pour pallier à ce mot sale de concurrence aussi, parce qu'effectivement, il y a de plus en plus d'associations qui sont là et il y a de moins en moins de moyens, et donc il faut un petit peu relever le niveau et se montrer en haut de la liste. Donc c'est vraiment l'outil essentiel. Après, c'est vrai que se développent d'autres outils qui permettent aux associations de pouvoir aller chercher des dons facilement, on va dire, en tout cas avec une démarche derrière de recherche et d'animation du réseau social. Il y a tout ce qui va être don en ligne, mais sur un site internet. Je pense que vous avez déjà vu Institut Pasteur, par exemple, ou les grosses ONG, où vous avez un gros bouton, vous cliquez dessus, puis vous avez le choix entre donner 30 €, 50 €, 100 €. Hop, c'est facile, on met son numéro de carte bleue et on envoie un don à l'asso. Ça, c'est super. Pareil, avec un petit peu de moyens et un accompagnement, on peut mettre ce genre de choses en place. Et puis, il y a les campagnes de crowdfunding aussi qui vont de plus en plus se développent déjà pas mal et de plus en plus se développer, et qui aident véritablement les associations à aller chercher des fonds et pouvoir un petit peu pallier au manque de subventions et aux besoins financiers. Donc ça, c'est quand on cherche à le faire en solo, quand l'association prend ses petits bras et se dit « allez, on y va » et on se lance là-dedans. Et puis, ce qui est bien avec le mécénat, c'est qu'on rencontre d'autres personnes. Et on rencontre des personnes qui ont des moyens et des entreprises qui ont envie de visibilité aussi, qui ont envie de s'étendre sur ces réseaux sociaux, qui ont envie d'aller voir ce qui se passe du côté d'Internet, et puis aussi d'impliquer les collaborateurs.
Et vous avez de plus en plus d'entreprises qui sont dans une logique de mécénat participatif et qui proposent aux associations de monter un site internet ou en tout cas d'héberger sur leur plateforme des possibilités de vote, donc de mettre en place des vidéos des associations. Les collaborateurs vont voter pour la vidéo qu'ils préfèrent. Et puis à la fin, il y a un trophée qui est remis, il y a une prime, une petite enveloppe qui est donnée à l'association et qui permet du coup à celle-ci de remporter un peu de fonds et de pouvoir alimenter ses projets, son fonctionnement derrière. Et ces entreprises sont investies. Elles développent elles-mêmes leur plateforme ou elles font appel après à d'autres structures, par exemple Microdon, qui propose aussi ce genre d'initiative et qui à la fois fédèrent les collaborateurs en interne et vont aussi partager l'image de l'entreprise tout en emmenant l'association avec elle. Vous avez aussi tout ce qui va être arrondi, notamment à la caisse. Je pense que vous êtes tous passés en ces périodes de fête dans les magasins, Sephora, Maison du Monde, où vous avez à la caisse, quand vous payez en carte bleue, la possibilité d'arrondir à l'euro supérieur et l'arrondi va aller directement dans les caisses de l'asso. Mais là, c'est un partenariat aussi avec les mécènes, de dire, mais nous, on a envie d'utiliser le numérique, on a envie de faire un petit peu de nouveauté dans le mécénat et on vous propose de vous embarquer avec nous dans cette aventure. Vous nous aidez à mettre en place ça parce que ça coûte un petit peu d'argent quand même, mais derrière, on est sur un 2.0 en fait de la solidarité et du partenariat. Donc il y a une multitude d'outils qui vont se développer de plus en plus, mais c'est vrai que le numéro 1, c'est d'essayer de se développer un petit peu plus sur Internet, sur les réseaux sociaux, et de partager un petit peu les projets, de les faire vivre, en tout cas sur des communautés. Parfait. Merci pour ce panorama. Donc on le voit là, après ce premier tour d'horizon avec les différents intervenants, que le numérique est quand même vraiment un gisement d'opportunités. C'est un mot qui est quand même revenu très souvent dans les différentes interventions, avec quand même aussi l'expression d'un certain nombre de conditions, notamment le fait d'avoir une capacité à réfléchir à son projet numérique, le fait de pouvoir finalement se doter des outils qui vont permettre de pouvoir peut-être détecter les compétences et de les mobiliser et de les mettre en commun. Alors moi, je voulais revenir sur une chose que vous nous indiquiez, Oriane, sur notamment la question de l'enquête Capacity, sur le fait notamment qu'on observait finalement une différence entre, d'un côté, les promesses du numérique et d'autre part, les bénéfices qu'en tirent réellement les utilisateurs. Et vous aviez complété également ce constat par un certain nombre de dénonciations de fractures numériques. Et donc tout ça indique quand même aujourd'hui qu'il y a un déficit peut-être d'accès véritable aux opportunités du numérique qui nous renverrait vers peut-être l'énonciation d'un nouveau métier pour des associations, en tout cas l'énonciation d'un nouveau besoin auquel il faut répondre, qui est celui de l'accompagnement vers le numérique, qui est celui de la médiation numérique. D'où ma question, c'est comment est-ce qu'on peut définir la médiation numérique et comment est-ce que cette mission, cette fonction, ce métier se structure ? Alors, la médiation numérique, c'est la capacité de mettre en autonomie une personne face à l'utilisation d'un outil et face à des compétences numériques. Donc pas seulement des compétences techniques, mais aussi des compétences informationnelles, des compétences relationnelles qui sont induites, enfin en tout cas qui sont nécessaires d'être maîtrisées dans le champ de cette société numérique. Donc c'est pas seulement le faire à la place de la personne quand on la reçoit et qu'on doit l'accompagner, par exemple, sur la réalisation d'une démarche administrative en ligne ou de la prise en compte d'un service numérique. C'est vraiment de se dire que, outre le fait d'être en capacité de l'accompagner sur un temps court, on vise la mise en capacité, on vise la mise en autonomie, on vise le pouvoir d'agir, donc c'est la question de l'empowerment, hein, on vise le pouvoir d'agir supplémentaire par le numérique. Donc ça, c'est un métier qui est très ancien. Enfin, c'est la question de lieu de médiation numérique, de structure de médiation numérique, de médiateur numérique. C'est quelque chose qui s'est développé à la fin des années 90, qui a été poussé notamment par les pouvoirs publics qui ont investi à cette époque dans des lieux. Alors généralement, au départ, c'était des lieux d'accès à l'équipement, donc des lieux d'accès à un ordinateur, etc. Et aujourd'hui, on est de plus en plus sur des lieux justement de diffusion de culture numérique, d'appropriation de nouveaux usages et de développement de ces pouvoirs d'agir, de ces nouvelles capacités.
Aujourd'hui, en France, on considère qu'il y a environ 10 000 structures de médiation numérique, c'est-à-dire qui font dans leur activité, tout ou partie de leur activité, c'est d'accueillir des personnes, des usagers, des habitants, et d'être en capacité de les accompagner sur de la mise en autonomie numérique. Nous, on tient, alors elle n'est pas tout à fait à jour, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille, une cartographie de ces structures qui font de la médiation numérique, sachant que là où ce qui est compliqué sur la médiation numérique, c'est que c'est une grande hétérogénéité d'acteurs. Ça peut être des associations qui font ce travail depuis plein d'années. Ça peut être de plus en plus aussi des lieux qui sont tenus par des collectivités locales. Alors ça peut être des bibliothèques, des espaces publics numériques, des centres sociaux, etc. Ça peut être des entreprises aujourd'hui, des coopératives. Donc c'est vraiment une grande hétérogénéité dans la structuration de ces acteurs-là. Une visibilité qui a besoin d'être renforcée vis-à-vis des personnes qu'elles peuvent accueillir. Je ne sais pas si on fait le test. Il y a très peu de personnes qui sont au courant qu'il y a plein de lieux dans leur... à Paris, c'est pas un bon exemple, mais s'il y a 10 000 lieux, ça maille plutôt le territoire français de manière assez importante, où on peut aller se former, généralement gratuitement ou pour des sommes assez faibles, au numérique. Donc c'est ça la médiation numérique. Elle se structure dans un réseau national qui a été que nous on a accompagné vers un aboutissement. Alors je maîtrise pas très bien le sujet spécifique des associations, mais nous on a poussé et c'est devenu, enfin ça a été créé, pour créer une coopérative nationale. Donc c'est une société coopérative d'intérêt collectif, une SCIC, qui est chargée, outre le fait de représenter la médiation numérique comme une force, notamment vis-à-vis des collectivités, des pouvoirs publics, etc., de faire émerger des modèles de coalitions d'acteurs locaux, généralement, ou de formation, d'ingénierie de projets, etc., qui sont des ingénieries qui ont besoin d'être nationales, mais en mobilisant des acteurs locaux. Donc cette coopérative, elle s'appelle la MENNUM, donc contraction de médiation numérique. Et donc elle représente aujourd'hui les acteurs locaux de la médiation numérique qui se sont coalisés. Et l'État, donc via l'agence du numérique, est sociétaire de cette coopérative, donc est partie prenante à la dynamique collective qui est créée par cette coopérative. Et cette coopérative, peut-être pour rebondir dans le cadre du débat, cette coopérative, elle a pour vocation aussi d'être une ressource pour des acteurs du travail social, du monde associatif, etc., qui font face à ces questions de révolution numérique dans leur métier, dans leur approche, etc., et qui n'ont pas forcément, qui ont besoin d'être justement accompagnés sur la mise en compétence, etc., la compréhension, l'appropriation, la refondation peut-être aussi des méthodologies d'action, etc. Et donc d'être en capacité de proposer aussi localement à des associations, tout type de structure qui a besoin justement d'être accompagné, donc d'accompagner, de proposer ces relais locaux comme des ressources à disposition. Alors, vous avez mis l'accent notamment sur la médiation, sur la notion d'empowerment, ou en tout cas développement d'un pouvoir d'agir. C'est-à-dire finalement l'un des facteurs clés de développement des opportunités liées au numérique, c'est vraiment de permettre d'accéder, de permettre pour chacun finalement l'accès aux capacités qui vont permettre de se servir du numérique. Et cette question des capacités, elle était aussi, je crois, au cœur finalement de votre intervention, Olivier, sur la question de comment est-ce que le numérique permet de révéler les compétences, de les mettre en lien, de les exposer. Et finalement, à travers votre intervention, ce qui était proposé, c'était aussi une évolution du rôle du responsable associatif. Dès lors qu'on rentre dans des logiques plus collaboratives, plus horizontales, moins pyramidales, le rôle du responsable associatif, il est finalement peut-être davantage encore un rôle, il devient un rôle d'animateur de communauté, en quelque sorte. Et à ce moment-là, finalement, quelles sont les compétences dont on peut dire qu'elles vont être reliées à ce rôle d'animateur de communauté et donc, in fine, au rôle de responsable associatif ? Oui, il y a un point important que
qui fait peut-être un petit peu tarte à la crème, c'est dire que effectivement le digital est surtout pas une fin en soi. C'est-à-dire que dire il faut de la transformation numérique, il faut qu'on utilise des outils digitaux pour faire quoi? Enfin, il y a des choses qu'on fait beaucoup mieux sur les outils digitaux. La vraie question à se poser, c'est exactement ça. Et pour chacune de nos associations, c'est différent. C'est qu'est-ce que l'on veut faire? Si on se projette dans 2 ans, dans 5 ans, où est-ce que l'on veut que notre association soit, ses missions, ses bénéficiaires, où est-ce qu'on veut aller? Cette notion vraiment de vision, de projection. Et aujourd'hui, si on regarde le panorama qu'on a dressé, le contexte dans lequel on évolue, avec effectivement cette notion de concurrence, cette notion de complexification de l'accès aux ressources externes, financières, humaines, moi, j'aurais tendance à résumer la nécessité pour une structure et bien entendu les personnes qui les animent, pour un responsable associatif, sur 2 pans. Le premier, il y en a un qui a été souligné tout à l'heure par Tiffaine, c'est la capacité à faire connaître l'association. Alors, pas la faire connaître de n'importe qui. Avoir un site web, c'est génial, mais qui y viendra? Comment vous faites pour que les gens y viennent? Est-ce que ce sont les bonnes personnes qui viennent? Moi, je viens du fin fond du Cantal. Si j'ouvre un restaurant au fin fond du Cantal où on mange que du boulgour ou de la nourriture américaine, je peux vous promettre que j'ai beau faire le plus beau site du monde, il n'y a pas grand monde qui y viendra. Donc, il faut savoir cibler un petit peu qui on veut adresser. Donc, il y a comment est-ce que je me fais connaître? Aujourd'hui, Tiffaine soulignait un point super intéressant, c'est toute cette notion de responsabilité sociale et environnementale des entreprises qui ont besoin. Pour certaines, c'est une posture. Pour d'autres, au contraire, c'est quelque chose qu'elles vivent complètement, qui ont besoin de mettre en relation leurs salariés avec des missions qui vont au-delà de ce que les salariés font dans l'entreprise et qui, justement, donnent du sens. Alors nous, typiquement, pour un certain nombre d'entreprises, on réalise un portail RSE où on va exposer des missions des associations, des missions de bénévolat qui sont mises à disposition par ces associations. Et puis, avec notre solution d'espace membre, de communauté, on va permettre aux salariés de discuter entre eux, de discuter avec les associations, de se rassurer de telle façon à s'investir. Donc ça, je dirais, c'est le pan un petit peu faire connaître. Quelles entreprises vous pourriez solliciter et quel contenu vous pourriez produire. Et là, le numérique est une véritable aide, de telle façon à faire connaître votre association. Ça, c'est le premier besoin, j'aurais tendance à dire, dans la transformation, c'est comment est-ce que je fais connaître. Et donc là, il y a une nécessité d'ouverture. Et le deuxième besoin, c'est effectivement comment est-ce que j'anime ma communauté, de telle façon à ce que les ressources mises à disposition par ma communauté puissent être mises au service de mes missions. Et nous, on a tendance à résumer les besoins qui sous-tendent ces 2 facettes, la facette visibilité et la facette efficacité, voire même efficience, si on veut faire dans les mots savants. La différence, ce serait l'efficacité, c'est j'atteins mes résultats, et l'efficience, c'est j'atteins mes résultats en faisant ou en y investissant le moins de ressources possible. Et donc, ce qui sous-tend ces 2 besoins-là, nous, on a tendance à le résumer par 3 compétences particulières, ce qu'on appelle la 3D, c'est-à-dire démultiplier. Il faut faire que chacune de vos actions puisse toucher un maximum de personnes. Et dans ce cadre-là, on comprend bien que, par exemple, si on se contentait de se réunir ici ce soir, on ne toucherait que les personnes qui sont ici, et aussi riches que seront les échanges que nous aurons au terme de la réunion, ils ne concerneront que nous. Le fait que, par exemple, là, on soit filmé en live sur Facebook, on peut imaginer que ça touche d'autres personnes et que ça peut, du coup, démultiplier le nombre de personnes qui pourront se servir de ce que l'on va dire ce soir, si tant est que c'est intéressant. Le deuxième D, c'est la notion de désynchronisation, c'est-à-dire de faire que les choses n'aient pas à se passer nécessairement en même temps au même endroit. Donc de pouvoir faire qu'il y ait des gens qui s'emparent d'une tâche et qu'elle avance en parallèle d'autres tâches et qu'on puisse faire avancer comme ça plusieurs pans d'un même projet, voire plusieurs projets en même temps. Et enfin, le troisième D, qui est souvent, ou encore une fois, pour les cheveux gris comme moi, ça coince un peu, c'est déléguer. Toute l'idée, c'est de se dire que si votre structure, elle repose sur 1 ou 2 personnes, nécessairement qu'elle va avancer avec une énorme contrainte de temps, qui est celle que 7 ou ces personnes peuvent mettre à disposition. Et pour l'ensemble de ces points, démultiplier, désynchroniser, déléguer, le numérique est une véritable aubaine. Donc il faut savoir l'utiliser à bon escient. Mais sur ces points-là, effectivement, il a une vraie facilité. Ce qu'on essaye de faire au travers de Picasso, c'est justement permettre ça au sein de sa communauté.
Et donc toute l'idée, c'est de se dire que les personnes que l'on va recruter ou les bénévoles que l'on va faire rentrer dans notre communauté, idéalement, il faut qu'ils aient ces capacités-là. Alors on ne les a pas tous, je vous rassure, mais en tout cas qu'ils aient une sensibilité particulière par rapport à ça, de telle façon à ce qu'ils puissent faire que l'association fasse avancer plusieurs projets en même temps, sache se faire connaître, sache tirer effectivement parti de l'ensemble des compétences. Et on est beaucoup plus sur un rôle d'animateur, mais on le vit aussi dans nos entreprises. Le manager qu'on a connu il y a 20 ans, qui était là pour faire du contrôle de l'exécution de tâches bien définies, de plus en plus, il est dans un rôle de leader, pour faire un peu américain, mais c'est-à-dire quelqu'un qui va vous donner une vision et qui va faciliter le chemin vers cette vision en vous enlevant les obstacles, mais qui va vous laisser une autonomie, donc il va déléguer, de telle façon à ce que vous choisissiez comment est-ce qu'on va aller vers cette vision. C'est vous qui allez choisir le chemin. Et ce n'est pas lui qui va vous l'imposer, parce que déjà, la plupart du temps, il n'en sait rien. Donc toute l'idée, c'est ça. Comment est-ce qu'on va passer d'un rôle de manager-contrôleur à un rôle de leader, d'animateur, de visionnaire, qui va emmener les gens avec, encore une fois, derrière tout cela, une question essentielle qu'on nous interdit de poser depuis qu'on a 5 ans, mais qui est la meilleure du monde, qui est pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait ça et où est-ce qu'on veut aller? Alors on voit bien à travers ces exemples et ces 3D vraiment donc la construction d'un nouveau rôle qui va consister à amener les gens vers le sens. En fait, c'est ça, c'est le fait d'amener les gens vers le sens de l'action et leur donner envie de s'impliquer autour du sens de l'action. Et ça pose la question aussi dans cette construction de l'autonomie, puisque c'est un mot qui est revenu souvent dans les 2 précédentes interventions, ça pose la question du rôle de la formation. Parce que si on veut amener les gens sur un projet, si on veut leur permettre de s'impliquer sur un projet, si on veut permettre de développer leur autonomie, il y a un besoin de développer de la formation. Et Claire, dans l'enquête de recherche Solidarité et Solidatech que vous mentionniez, vous avez souligné de façon justement très intéressante le fait que beaucoup de personnes aujourd'hui perçoivent ces outils de formation via le numérique comme étant vraiment quelque chose comme une opportunité. Vous indiquez qu'aujourd'hui, il y a 8% des acteurs qui s'en servent et potentiellement 42% supplémentaires. Donc, à long terme, 50% d'utilisateurs potentiels d'outils de formation. Seulement, la formation numérique, donc c'est une opportunité, mais ce n'est pas quelque chose qui va se développer tout seul. Donc ça nécessite des compétences particulières pour se développer. Alors je crois que vous avez notamment une expérience au sein de Solidatech à travers le développement de webinars. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Déjà, je trouve ça vraiment intéressant parce que tous les échanges qu'on a eus, on se rend compte que le développement de compétences, on est quand même assez loin du numérique. On est plus sur des compétences de façon de penser un petit peu différentes, de rôle de chef de projet, de rôle d'animateur, d'avoir une vision globale des choses et pas forcément d'être un geek très investi sur un outil en général ou voilà, qui sait coder ou qui sait... on est quand même assez loin de tout ça. Et c'est juste une des choses sur lesquelles je voulais revenir sur la partie formation. Là, je ne vais pas forcément vous parler de formation au numérique, mais de formation grâce à des outils numériques, à travers un exemple qu'on a vécu personnellement. Solidatech, comme je vous ai dit, on accompagne les associations dans leur transition numérique, sauf qu'on a aujourd'hui plus de 23 000 bénéficiaires. Donc accompagner 23 000 associations, c'est quelque chose d'assez compliqué et d'irréalisable si on veut faire du cas par cas. Et donc on a réfléchi à comment faire pour non seulement sensibiliser ces associations, mais aussi pouvoir avoir des échanges de qualité en direct avec elles sur des sujets précis. On a des associations qui sont dans toute la France, dom-tom compris. Donc on a aussi une contrainte logistique. Donc c'est non seulement une contrainte de démultiplication de nombre, mais également une contrainte logistique de se dire on ne peut pas tous se réunir à Paris, c'est compliqué. Et il y a des sujets sur lesquels, comme comment utiliser les réseaux sociaux, ou là, dernièrement, je pense que vous en avez tous entendu parler, il y a une nouvelle loi européenne sur la protection des données qui va sortir, qui va complètement changer la logique pour les associations. Et du coup, on s'est dit, c'est notre rôle de pouvoir accompagner les structures sur ces sujets-là. Comment on peut faire ? Et on a découvert le principe du webinaire. Donc, je ne sais pas si tout le monde voit le principe du webinaire. L'idée, c'est d'avoir un présentateur qui va pouvoir partager son écran, et aussi, s'il le souhaite, sa webcam, pour défiler des slides où il va pouvoir présenter du coup un sujet et en parler. Et vous allez pouvoir avoir, alors selon l'outil que vous allez choisir, ça peut aller de 5, 20, 100, 200, 500 personnes qui vont se connecter, qui vont pouvoir non seulement voir la présentation, entendre, mais également poser leurs questions
Alors des questions par écrit, où ils peuvent aussi demander la parole pour poser des questions à l'oral. Il y a bien sûr une notion de modération pour que voilà, on se comprenne quand on est 200. Mais on a vraiment cette possibilité de pouvoir dispenser. Alors, on ne va pas parler de formation, parce qu'on est sur des formats comme on est sur pas du présentiel. Je pense que vous le savez tous, on a une capacité de concentration qui est assez faible. Enfin, au-delà de 3 quarts d'heure, on sait qu'on perd tout le monde. Donc je ne vais pas être très longue non plus. Mais voilà, du coup, l'idée, c'est là, on ne peut pas être sur de la formation comme on fait de la formation présentielle, physique, sur une journée, une semaine. On voit bien qu'on ne peut pas, avec un outil, faire exactement la même chose à travers l'outil. On ne va pas calquer la pratique de la formation sur du webinaire. Il va falloir qu'on s'adapte. Donc on va se dire, on va se donner 3 quarts d'heure pour parler d'un sujet, faire une présentation et après laisser la place aux échanges pour pouvoir répondre aux questions des gens. Mais le fait qu'on réponde aux questions d'une personne devant 100 personnes, on va aussi pouvoir faire un partage de connaissances comme ça. Et là, les compétences qu'il a fallu qu'on mette en œuvre, c'est non seulement de savoir maîtriser l'outil, voilà, comment est-ce qu'on met le webinaire en place, comment diffuser ses slides, enfin voilà, comprendre comment marche l'outil et comment le faire fonctionner, mais également quel est le meilleur moyen au niveau du parcours pédagogique, on va dire. Enfin, voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir faire que les gens s'accrochent pendant 3 quarts d'heure sur le sujet de la protection des données, enfin, voilà, qui n'est pas forcément super passionnant, enfin, c'est intéressant, mais il faut savoir aussi comment retenir l'attention des gens. Et là, nous, on est monté en compétence aussi en tâtonnant, parce que la première fois qu'on a fait un webinaire, il y avait 3 slides, quelqu'un qui parlait en fond, qui n'avait pas de webcam, et 5 participants, parce qu'en fait, on n'avait pas pensé que c'était bien de faire un webinaire, mais expliquer aux gens ce que c'était un webinaire, c'était aussi pas mal. Donc on a appris en marchant, et on s'est rendu compte que, voilà, nous aussi, on est monté en compétence sur ces sujets-là, en se rendant compte de nos erreurs, et en se disant, il faut déjà qu'on accompagne les gens dans comment accéder au webinaire, qu'est-ce qu'un webinaire, qu'est-ce que ça peut leur apporter. Donc pour ça, on va essayer de le faire régulièrement, de leur expliquer à quoi ça sert, comment ça marche, etc. Mais également de rendre aussi nos présentations plus dynamiques, de pouvoir avoir un espace pour l'échange qui soit plus important, de se baser sur des cas associatifs plutôt que de faire uniquement du descendant informatif. Et ça, c'est des choses qui ont été possibles non seulement grâce à l'outil, mais aussi grâce aux interactions qu'on a pu avoir avec les participants qui nous ont aidés à améliorer notre outil. Et ça, je pense que là, on a le sujet d'outils pour démultiplier la formation. Mais ce côté d'amélioration continue, de savoir impliquer les personnes qui vont utiliser l'outil numérique, de leur demander leur avis et au début, au moment où on va choisir l'outil, mais également tout au fil de l'eau et régulièrement d'avoir des feedbacks pour voir comment s'améliorer, c'est aussi une des clés pour pouvoir passer cette transformation numérique avec tout le monde, sans fracture et de la meilleure manière qui soit. Bien, merci pour cette présentation. Alors peut-être pour finir un petit peu notre tour d'horizon des outils du numérique, je vous propose qu'on s'intéresse pour terminer au crowdfunding, dont vous avez déjà un petit peu commencé à parler, Tiffaine, dans votre panorama. Je vais reciter un chiffre qui a été présenté par Claire, qui était qu'aujourd'hui, si on prend le crowdfunding, on a 13% d'associations qui ont recours à cet outil et 41% qui pourraient y avoir recours. Donc on voit qu'il y a quand même un vivier de développement pour le crowdfunding qui est assez conséquent. Et que parmi les freins qui étaient identifiés, c'est que c'était quand même un outil qui était encore un petit peu complexe, avec des difficultés spécifiques à contourner. Alors de fait, aujourd'hui, le crowdfunding, c'est quand même un outil que tout le monde connaît, qui a connu un essor important et qui peut d'ailleurs maintenant permettre quand même d'envisager des financements assez conséquents. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément sur des financements minimes. Alors, justement, pour mettre en place une campagne de crowdfunding, quelles sont les méthodes, quels sont les outils et quelles sont les compétences qui sont vraiment nécessaires pour initier ça ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que le crowdfunding est systématiquement relié au numérique. Or, je vais vous poser une petite colle. Est-ce que vous savez quel monument a été financé il y a quelques siècles par le crowdfunding et par le financement participatif ? Oui. La Statue de la Liberté. Le piédestal, en tout cas. Enfin, on associe à ça. Mais en fait, ça a été un financement participatif où plusieurs personnes ont mis la main au porte-monnaie pour payer ça et pour ensuite envoyer aux États-Unis. Donc c'est assez intéressant parce qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout d'ordinateur, il n'y avait pas Internet, et pourtant ça fonctionnait quand même. Donc c'est une logique à avoir bien avant des compétences, et notamment des compétences graphiques et encodage, etc. Donc finalement, les compétences, elles vont être assez générales dans la recherche de financement. C'est une organisation
c'est une définition de son projet, c'est savoir ce qu'on va mettre en avant, comment on va aller contacter aussi les partenaires, ce qu'on va vouloir leur faire passer comme message et ce qu'on va vouloir dire pour les séduire. C'est aussi se faire un budget, tout simplement, essayer de voir les points de financement qui nous manquent et où est-ce qu'on va les rattacher. Est-ce que ça va être du financement de matériel, est-ce que ça va être du financement de personnel ou juste du fonctionnement ? Et c'est essayer de coordonner tout ça de manière à avoir un projet qui soit présentable, qui soit compréhensible rapidement. Nous, dans les formations, on utilise souvent le terme d'elevator speech, où en fait, vous devez présenter votre projet en 3 secondes, même pas. Vous imaginez, vous montez dans un ascenseur avec un mécène, vous avez jusqu'au 5e étage pour lui présenter le projet. Et quand vous sortez du 5e étage, le mécène doit dire « ce projet me plaît et je vais les recontacter et on y va et je les finance ». Donc, c'est faire en sorte de pouvoir faire une présentation courte, précise, qui percute et qui va pouvoir amener les gens à s'intéresser à votre projet et à participer financièrement. Donc c'est ces éléments-là d'organisation interne. Et puis c'est un élément aussi fort de réseau et de communauté autour qui va faire vivre votre projet et qui va faire vivre votre campagne de crowdfunding aussi. Il faut savoir que quand vous lancez une campagne, vous la lancez jamais à partir de zéro. Si vous mettez votre campagne de crowdfunding sur Internet et qu'il y a 0 € dans votre panier et que vous devez aller à 5 000 €, ça ne fonctionnera pas. Vous allez avoir énormément de mal à décoller. Vous devez en amont aller solliciter les cercles proches que vous avez autour de vous pour qu'ils puissent commencer à mettre un petit peu d'argent dans le panier pour qu'une fois que vous lancez sur Internet votre campagne, il y ait quand même quelques milliers d'euros déjà dans la machine. Donc c'est vos parents, vos amis, riches si possible, en tout cas ça aide d'en avoir, c'est les collègues, c'est tout le monde, et c'est essayer de les entraîner avec vous, mais surtout de les faire adhérer à votre projet et qu'eux aussi puissent faire adhérer des proches à eux, à votre projet. Donc c'est un peu essaimer votre projet avec tous les gens qui vous entourent. Et puis après, une fois que vous la lancez, cette campagne, c'est être dynamique, c'est relancer régulièrement, c'est des newsletters, c'est des remerciements, c'est J-10, J-5, J-2, allez, on en profite, on y va. On ne perd pas espoir. C'est du temps, c'est de l'énergie, mais il faut obligatoirement alimenter et dynamiser votre campagne pour la faire en sorte qu'elle aboutisse. Et puis, il y a quelque chose qui est important aussi, que je n'ai pas cité, c'est bien choisir sa plateforme pour savoir où vous allez, avec qui vous y allez. Vous avez une multitude de plateformes qui ont vu le jour sur Internet, qui vous attirent avec des logos sympas, des célébrités aussi qui y sont. Alors on se dit, ah bah tiens, c'est cool, s'ils y sont, ça va être sympa. Sauf que vous, par rapport à une célébrité qui veut faire un album ou un film, des fois, on ne fait pas trop le poids. Et puis il faut savoir aussi qu'il y a des plateformes qui vous prennent un pourcentage sur ce que vous allez mettre. Donc si vous avez des montants minimes, 1 000 € moins une commission, ça fait plus beaucoup. Puis il y a des plateformes qui vont vous faire un reversement tout ou rien. C'est-à-dire que si vous atteignez la somme que vous êtes fixée, on vous donne l'argent. Sinon, ça repart au niveau des contributeurs et on ne vous donne rien. Donc vous aurez dépensé de l'énergie et du temps pour rien au final. Donc il y a des caractéristiques comme ça à aller voir. Et puis au niveau des compétences, en fait, c'est surtout de l'organisation interne, c'est surtout de la motivation. Et puis c'est l'envie de partager votre projet, l'envie de faire des choses. Vous les faites pour les autres et faites-les avec les autres aussi. Et c'est en alimentant comme ça votre réseau que vous allez pouvoir mener de belles campagnes sans avoir forcément de compétences exceptionnelles en technologie, mais avec des compétences humaines et sociales aussi, qui sont nécessaires dans vos métiers. Bien, merci à vous 4 pour ces apports éclairants et stimulants aussi. Je trouve que ça a permis quand même de soulever un certain nombre d'aspects par rapport à notre problématique de départ. On a vraiment bien pu voir comment le numérique traverse finalement l'ensemble des fonctions qui exercent au sein des associations et comment il y a vraiment des enjeux d'appropriation forts de toutes ces opportunités par le développement de compétences adapté avec vraiment des mots-clés sur l'importance de l'autonomie finalement dans les usages du numérique, dans la capacité à animer, à relier, faire émerger et faire vivre les compétences. Donc, je trouve qu'il y a vraiment un terreau intéressant pour des échanges. Alors pour ces échanges, on aurait pu faire appel à des technologies très compliquées, vous proposer d'envoyer des SMS, des tweets, ou que sais-je encore.
on va proposer de rester sur la compétence assez basique qui est de vous tendre le micro. Donc voilà, donc je vais faire circuler le micro dans la salle si vous avez des questions à nous adresser. André. Juste une question, vous avez dit de sélectionner... Pardon, vous avez proposé de choisir très précisément les plateformes. Et vous avez des plateformes recommandées ? Oui, Hello Asso, s'il y en a une qui devait rester. Alors évidemment, il y en a d'autres, mais c'est des gens avec qui on travaille, en qui on a confiance et qui font un travail formidable et qui, eux, sont spécialisés en plus pour les associations. Ce qu'il faut savoir dans le crowdfunding, vous pouvez faire aussi une campagne qui ne sera pas spécialement mécénat, et qui sera pour financer tout et rien, un voyage aux Seychelles. Si vous avez envie d'aller aux Seychelles, vous pouvez le tenter. Mais Hello Asso sera spécialisé dans le mécénat et vous permettra de défiscaliser et d'associer des entreprises derrière aussi dans cette démarche de mécénat. Et juste une petite parenthèse, vous avez parlé du tout ou rien. Quand c'est rien, l'argent va où ? En fait, vous imaginez, vous mettez une campagne à 5 000 €, à la fin de votre campagne, parce que vous avez un jour une deadline, à la fin de la campagne, il y a 3 000 €, et bien s'il n'y a pas les 5 000 € atteints, les 3 000 € sont redonnés aux contributeurs. Oui, non, c'est pas, ils ne sont pas dans la nature. Ils vont dans ma poche, personne. Non, c'est redonné. Bonsoir à tous, je suis Pierre, le CE de la Fabrique Juridique. Je reviens juste sur un point de ce que vous avez dit, c'est que là vous avez parlé beaucoup du numérique pour le développement des associations, à savoir développer le chiffre d'affaires entre guillemets si on parle plus vulgairement. Mais il y a aussi un truc qui est très important, c'est la pérennisation des associations, et ça passe par le back-office, notamment juridique, c'est un peu l'objet de notre métier, mais en vrai, il y a 10% des associations qui se retrouvent devant les prud'hommes. Et devant les prud'hommes, les juges, ils ne sont pas plus indulgents parce que c'est une association ou une entreprise. Et du coup, c'est une écueil que vous aviez dans le truc. Je pense qu'il y a aussi une grosse partie sur le back-office qui est la comptabilité, le juridique. Et il y a pas mal de métiers aussi qu'on peut développer avec le juridique et qui peuvent servir aux entreprises justement d'accéder à des compétences qui sont difficiles à trouver, à sourcer en interne dans les associations, à moins d'avoir un avocat, à moins d'avoir un juriste dans l'entreprise. Et voilà, c'est l'accès qui est aussi simple pour les comptables, etc. Du coup, juste pour vous répondre sur la partie gestion interne, nous en fait on l'englobe dans la slide où on parle de gérer les activités de son association. Et du coup, dans cette partie-là, on intègre tous les outils qu'on va appeler SIRH de gestion en fait de sa masse salariale pour les associations qui ont la chance d'avoir une masse salariale. L'idée, c'est aussi que ce sont des outils où, en fonction de la taille de sa structure, on va avoir plus ou moins de facilité à y aller ou pas. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, ne serait-ce que sur la nouvelle loi de protection des données, en fait, tous ces sujets-là vont émerger très très fortement. Et le numérique va être un moyen parmi d'autres, parce que ce ne sera pas suffisant, mais moi je crois qu'il sera au moins nécessaire pour avoir une base saine, pour limiter justement tous ces écueils de gestion interne de ses salariés. Tout à fait. Sur ce sujet particulièrement, vous avez complètement raison, puisqu'aujourd'hui on voit des grosses tendances se dessiner sur le marché où il y a des acteurs qui sont spécialisés sur cette gestion du back-office des associations. Je pense particulièrement à AssoConnect, par exemple, qui font des grosses levées de fonds auprès de fonds d'investissement qui ne sont pas du tout dédiés à l'associatif, mais au contraire au numérique. Donc on voit bien deux mondes qui se rencontrent. Et effectivement, c'est un énorme besoin, puisque si vous faites mal votre site web, peut-être que votre association va vivoter. Si par contre vous faites mal vos statuts ou qu'il y a une malversation dans votre association, elle s'arrête. Donc on comprend bien que les enjeux ne sont pas exactement les mêmes. Pour autant, les compétences sur lesquelles on va se reposer, elles vont être exactement les mêmes, parce que les contraintes sont les mêmes. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a un comptable qui est capable de gérer ça ? Parfois on l'a quelques années, parfois on l'a quelques mois, ça ne peut pas durer. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre, et là le numérique est intéressant, qui soulage justement de telle façon à ce que la compétence humaine soit moins sollicitée et qu'on n'ait pas besoin d'avoir un comptable à demeure dans son association, parce qu'on n'a pas intérêt de se tromper. Et puis encore une fois, on retombe sur ce dont on discutait tout à l'heure. On a surtout besoin de compétences qui sont des compétences de communication et d'organisation, de telle façon à faire à ce que si une seule personne ne peut pas le faire, comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur d'autres ressources de telle façon à ce qu'en collaborant, on puisse s'assurer qu'on ne va pas vers quelque chose qui peut être fatal à l'association.
Merci à vous pour ces échanges très concrets. Moi, on a beaucoup parlé de numérique sous l'angle de développement de sites internet, d'outils de mobilisation. Ma question, c'est de savoir comment vous positionnez au quotidien pour le développement d'outils qui sont un petit peu la génération d'après. Je pense à l'utilisation massive de données ou même on peut penser à plein d'autres champs de développement du numérique qui peuvent parfois apporter des solutions hyper concrètes à des associations. Et on n'est pas dans le fantasme, mais dans la solution. C'est gentil de me poser une question sur mon métier. Aujourd'hui, on parlait de la DGPD, là, typiquement la Directive Générale sur la protection des données. Aujourd'hui, on sait tous, enfin je pense qu'on sait tous que quand on écrit un mail sur Gmail, notre mail il est lu, il est parsé, et ces données-là, hop, elles peuvent être utilisées à des fins publicitaires. On sait tous que sur Facebook, nos données, de la même façon. Ce qui veut dire qu'en fait, ce dont on doit être tous convaincus, c'est qu'on produit de la donnée. Tous. Ce que vous soulignez, c'est qu'aujourd'hui, avec la digitalisation et l'arrivée de nouveaux appareils, au-delà du smartphone, tout ce qui est l'IoT, l'Internet des objets, des choses comme ça, la production de données, elle va être massive. Il faut savoir, par exemple, sur la production de données, qu'en 2016, on a produit 1 zétaoctet de données. Alors, 1 zétaoctet de données, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est un 1 avec 21 zéros derrière. Et en gros, pour vous dire ce que ça représente 2 milliards d'années de musique. Alors si vous écoutez Maître Gims, par exemple, c'est très 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 long. Et donc, il se trouve que sur ces quantités de données produites, il y a 88% des données qui ne sont pas utilisées, qui ne sont pas analysées, qui partent juste à la poubelle. Et un des enjeux majeurs, c'est justement qu'au sein de nos associations, les échanges qui s'y tiennent produisent des données qui sont d'une richesse incroyable. Mais juste incroyable. Parce qu'on parlait de compétences tout à l'heure, on parlait de mission, on parlait d'impact, mais c'est exactement ce qui se passe au sein de nos associations-là. Et la plupart des données qui sont produites, en fait, elles disparaissent avec les gens qui partent, il y a un côté extrêmement éphémère de cela. Nous, ce sur quoi nous travaillons justement, c'est de faire que ces échanges-là, que ce qui se passe à l'intérieur de votre communauté, puisse être historiser de telle façon à pouvoir vous redonner la main sur les données qui sont produites, c'est-à-dire par exemple les signaux faibles. Vos bénéficiaires parlent de sujets qui pour l'instant, qui pour vous ne sont pas des problématiques, mais qui pour eux commencent à être un questionnement entièrement anonyme. Et 3, comment est-ce qu'on peut s'en emparer de telle façon à mettre tout cela, encore une fois, au service de la mission de l'association. Et donc la partie données est aujourd'hui 80% des enjeux des 5 à 10 années qui viennent sur l'ensemble des solutions digitales. Peut-être que je peux rajouter quelques compléments sur cette question des données. Enfin, c'est vrai qu'à la fois, il y a cette question d'appropriation de ces enjeux par les structures existantes, mais on peut se dire aussi que les données sont vraiment un vecteur potentiellement de développement d'initiatives. Alors d'ailleurs, on n'exclut pas d'ailleurs de consacrer l'année 2018 Fondaprès sur vraiment cette question des données. Donc voilà, c'est un petit scoop au passage. C'est pas sûr à 100%. Mais au-delà de ça, au-delà de notre programmation, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui des acteurs qui sont vraiment assez intéressants sur ces sujets. Je pense notamment à un acteur comme l'Open Knowledge Foundation, qui a une initiative qui s'appelle l'École des données, et qui travaille vraiment sur cette logique d'appropriation des données par les acteurs. Alors au-delà d'ailleurs des associations exclusivement, et on retrouve finalement la même logique que celle qu'on a énoncée tout à l'heure autour de la médiation, c'est-à-dire c'est comment est-ce qu'on rend des acteurs en capacité de produire de la donnée, mais d'avoir une production consciente de la donnée et de pouvoir l'exploiter pour construire des projets. Alors par exemple, l'Open Knowledge Foundation, ils ont travaillé au quartier de la Chapelle sur différents sujets. Notamment, ils avaient fait un relevé un peu de la pollution sonore dans leur quartier, donc avec des outils de cartographie en ligne, des outils libres. Donc là, ça nécessite comme un peu une appropriation des outils pour voir ensuite quelles actions on pouvait mettre en place pour contrer ces problèmes. Je sais qu'ils ont travaillé aussi avec des parents isolés pour justement essayer de construire des solutions adaptées en lien avec la CAF. Donc derrière, là, on est vraiment sur la structuration de projets, construction d'une politique publique, mais en s'appuyant vraiment sur les besoins des personnes concernées par les politiques qui vont être mises en œuvre. Donc c'est vrai que cette question de la donnée, elle est vraiment centrale parce qu'elle permet potentiellement de construire du projet, et du projet vraiment où on implique le citoyen dans son élaboration. Non, moi, je voulais juste rajouter, alors vous m'avez coupé l'herbe sur le pied, mais
se dire que les associations, en fait, elles ont le même problème qu'aujourd'hui les services publics. Pourquoi il y a eu de l'open data qui a été poussé sur un mode réglementaire et législatif, c'est que se dire qu'il y avait des gisements effectivement de meilleure compréhension des besoins des personnes, des citoyens. Il y avait des gisements aussi de meilleure organisation des services publics, de meilleure compréhension des attentes, etc. Et qu'en fait, la transformation aujourd'hui des administrations, c'est exactement ce que vous venez de dire, hein, c'est-à-dire que comment à partir de toutes les ressources, données, informations, etc., qu'on arrive à capter, comment on arrive à en faire quelque chose qui permette que l'action elle est plus efficace, plus personnalisée, plus précise. Et ça, c'est des enjeux qu'on commence à cerner, que on est un peu tous dans le même bateau, c'est-à-dire que au sein de l'administration, au sein de l'État, c'est pareil, hein, il y a des énormes potentialités qui sont pas encore appropriées et qui sont en train d'être appropriées. Il y a beaucoup d'initiatives. Open Knowledge, je fais partie de la dynamique, donc je connais très bien. Et eux, ils font de la médiation de la donnée. C'est de la médiation numérique, en fait. C'est au sens large du terme. Et c'est de se dire que ce qu'ils arrivent très bien à faire, c'est de rendre tangible ce que c'est que la donnée. Parce qu'en fait, je pense que le prérequis pour toute organisation, pour faire que la donnée effectivement serve l'action, l'initiative qu'on va mettre en place, c'est d'abord de comprendre qu'est-ce que c'est que cette donnée, donc de la rendre tangible. Alors, il y a différents outils qui permettent de visualiser, qu'on utilise dans le cadre de l'école de données, etc., qui permettent de rendre visible. Et ensuite, effectivement, de travailler, et c'est ce que permet le numérique aussi, c'est de se dire qu'on est dans une logique de co-construction d'un dispositif, d'un service public, etc. Et qu'à partir de cette première étape de la rendre tangible, après on peut co-construire parce qu'on a exprimé des besoins, des attentes fortes, qu'on les a captées aussi par justement cette matérialisation de la donnée. Et donc on est en capacité de produire des actions ou des initiatives qui font plus de sens, qui sont mesurables aussi, hein, cette idée d'être en capacité d'évaluer avec des indicateurs, etc., l'efficacité de l'action, le ciblage des publics, etc. Tout ça pour dire que en fait, c'est des enjeux qui sont devant nous, mais au sens collectif du terme. Il y a la CNIL aussi qui fait un gros travail de pédagogie autour justement du nouveau règlement européen qui va pas mal contraindre, en tout cas qui encadre, hein, c'est très très bien pour nous citoyens, mais c'est vrai que ça va supposer de changer certaines pratiques et d'être un peu plus au courant. Donc ils ont aussi beaucoup produit de réflexion, et puis ils ont une capacité de conseiller. Voilà, c'est aussi une ressource intéressante, la CNIL. Allez voir pour vous au quotidien sur ces questions de qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça va m'imposer, me rendre obligatoire, etc. Oui, bonjour. Aline du MRJC, Association de jeunes ruraux. Du coup, moi, je voulais revenir sur deux choses. Pour moi, dans la transformation des compétences associatives, on a pas mal parlé plutôt des responsables, plutôt à un niveau national, ou en tout cas de comment ça change sur un site internet et tout ça. Mais pour nous, on voit aussi la transformation en local auprès des animateurs, puisque en fait, notamment, on a certains qui font partie du dispositif Promeneurs du Net. Du coup, je ne sais pas si vous connaissez, mais du coup, c'est vraiment le fait qu'on n'est plus un animateur où on va aller au contact physique uniquement des jeunes, mais on est un animateur sur les réseaux sociaux, sachant que souvent, c'est des espaces qui sont où les adultes sont absents parce que les parents ne savent plus trop comment y aller, et puis les professionnels sont aussi un peu dépassés. Et du coup, pour nous, c'est important qu'il y ait aussi des acteurs éducatifs qui se trouvent sur ces espaces pour dialoguer avec les jeunes. Et notamment, du coup, ma question, elle était, parce qu'on a beaucoup parlé d'entreprises, de financiers, mais c'est aussi pour moi comment ça change la conception du bénévolat, ces nouvelles technologies. On en a un peu parlé avec les e-bénévoles, mais c'est vrai que nous, on a tous moins de 30 ans dans l'association. On voit quand même que les nouvelles technologies sont quand même plutôt promues, puisque du coup, forcément, plutôt avec des jeunes.
Mais du coup, ça pose des questions où ceux qui n'y ont pas accès, donc là, on revient sur les questions de fracture numérique. Nous, on est une association de jeunes ruraux, donc qui dit rural dit très faible débit, voire pas d'Internet. Et du coup, en fait, ça pose énormément de problèmes où ceux qui ont un accès à Internet vont pouvoir contribuer à la vie de l'association et ceux qui ne l'ont pas, ça va être vite beaucoup plus compliqué. Et du coup, je pense qu'il y a une veillance de l'ensemble des associations à arriver à travailler avec l'ensemble des personnes, même si du coup, en fait, il y a une double vitesse du bénévolat qui se retrouve dans ces situations, quoi. Et voilà, mais c'était un peu... Du coup, juste pour vous répondre sur la partie implication et fracture au sein de la structure, c'est clairement un enjeu, surtout au sein des associations où le fondement même pour moi d'une association, c'est l'inclusion sociale. Donc parler de fracture au sein même de l'association, il y a quand même un peu de... C'est un peu triste. On est passé assez vite sur les clés de la réussite, sur les projets numériques ou d'implémenter des outils numériques. C'est pour nous une des clés de la réussite qui est beaucoup ressortie en fait des entretiens qu'on a pu mener. C'est le fait de voir aussi ça comme une chance, que ce soit de la formation entre pairs et d'embarquer tout le monde en fait sur ces sujets-là. Là, je ne vous parle pas de transformer et d'avoir des super outils pour tout faire dans son association. Ça peut être simplement juste un outil pour... Est-ce qu'on va plutôt utiliser les mails, s'envoyer des SMS ou tu vois, comment on va communiquer. Le fait de pouvoir poser la question aux gens déjà, quelles sont vos pratiques au quotidien, à quoi vous avez accès. Est-ce que vous avez accès à un téléphone? Est-ce que vous avez une connexion? Est-ce que vous avez de la 4G? Est-ce que vous avez... Le fait de faire d'abord un tour d'horizon des personnes qui vont être concernées par la mise en place de ces outils, avant de se dire « Ah non, mais j'ai trouvé l'outil révolutionnaire, ça va être celui-ci, ça va être génial ». Si en fait la moitié des gens n'ont pas accès à Internet et que c'est un outil en ligne, on sait que c'est déjà foutu. Donc on a des contraintes qui sont aussi bien sur l'accès aux choses, le niveau de formation, parce qu'il y a des outils qui sont super mais qui nécessitent un niveau de formation qui est peut-être trop avancé par rapport aux utilisateurs de l'outil. Est-ce que l'outil, j'ai du temps pour le mettre en place ou est-ce que j'en ai besoin tout de suite? Quel budget je vais avoir, etc. Donc toutes ces contraintes-là montrent bien que la notion de projet et d'avoir un cheminement par étapes à pas sauter est fondamentale justement pour pouvoir impliquer tout le monde et réussir à en faire un projet collectif et pas quelque chose de descendant qui serait décidé par une seule personne. Oui. On va prendre les deux questions à la suite. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour. Je représente l'association ECTI, qui est une association de seniors qui représente 2000 personnes et qui a 40 ans d'âge. On intervient dans des missions de conseil auprès d'associations dans tous les domaines de gestion, dont le numérique, et également auprès de TPE qui ont des problèmes similaires, en particulier. Le problème, j'ai lu l'étude de Solidatech qui est remarquablement bien faite, qui décrit toutes les problématiques, et je dirais l'apport du numérique n'est plus à faire, n'est plus à démontrer. Tout ce qui a été dit et pendant cette conférence est admis, connu, donc le sujet n'est plus là. Ici. Le problème auquel on est confronté, c'est qu'il a deux aspects. D'un côté, les TPE ou les associations qui viennent nous voir, et toutes les associations connues, ici, viennent nous voir sur des demandes sur le juridique, des demandes sur le fiscal et des demandes sur le numérique. Les besoins sont considérables. Et on le sait également que, par ailleurs, j'ai été aux réunions à Bercy sur la transformation numérique des TPE avec Axel Lemaire. Donc il y a eu 30... On sait qu'il y a un manque absolu de ressources numériques pour accompagner la transformation. Donc le problème qui est sous-tendu lié à notre discussion est double. Au passage, ce problème que l'on a au niveau des associations et des acteurs qui nous consultent, on l'a également en interne, sur lequel on a des moyens, on a un site internet, on a un intranet, on est sur les réseaux sociaux, mais je veux dire, c'est une étape zéro. Un site internet, s'il n'y a pas un expert en référencement pour l'animer, je veux dire, il ne sert à rien. Et d'ailleurs, les acteurs, beaucoup d'associations de TPE viennent nous voir pour dire, on a créé le site, on investit, et la suite derrière. Donc c'est vrai pour le site internet, mais on a besoin de back-office, d'une application de gestion, d'un ERP, donc l'intranet, les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui est derrière ces différents points? C'est-à-dire, tant des demandeurs qu'en interne, c'est les projets de transformation numérique sont des projets qui nécessitent des compétences et des budgets. Et la question que je pose, d'ailleurs, je vous pose, c'est-à-dire comment vous voyez ce double aspect
qui est mal gérée. Aujourd'hui, j'interviens également dans un organisme qui est la coalition numérique, dont vous êtes peut-être au courant, donc avec un certain nombre qui est au niveau européen, pour justement cet accroissement des ressources. Comment voyez-vous ce double aspect, financement et ressources, pour accompagner la transformation numérique des associations? Et c'est au-delà du matériel, bien entendu, qui est un aspect marginal. J'aimerais avoir des retours d'expérience sur comment vous surmontez les résistances qu'il peut y avoir, et un peu, est-ce qu'il y a des résistances spécifiques, à votre avis, au fait que ce sont des associations? Alors peut-être sur la première question, donc des financements et ressources pour accéder au numérique. Qu'est-ce qui veut Tiffaine? Donc, concernant le financement, on parle du mécénat de compétences et du mécénat en nature, et c'est de vous inviter à vous rapprocher d'entreprises qui pratiquent l'accompagnement, la création de sites internet, et qui pourraient accompagner, et de dire, voilà, c'est ça, c'est accompagner les gens comme ça, c'est aussi une manière de pouvoir faire transférer les connaissances du mieux. Mais après, effectivement, c'est des coûts, et on ne s'improvise pas non plus référent sur le site internet. Et vous avez raison quand vous dites c'est bien de créer, mais derrière il faut animer et il faut monter. Il faut déjà avoir un pied dans la barque, et après essayer de trouver les moyens d'accompagner. En tout cas, au niveau du mécénat, c'est ce que je conseille, moi. Et pour répondre du coup sur cette notion d'accompagnement, je pense qu'il y a quelque chose de sous-tangent qui est vraiment l'audit et le diagnostic, en fait, de savoir avant déjà de pouvoir solliciter un mécénat, quelle va être la mission du mécène et pourquoi j'en ai besoin, et est-ce que je sais même si j'en ai besoin. Et en fait, nous, on a été sollicité récemment par les dispositifs locaux d'accompagnement, particulièrement, enfin les DLA, du coup je pense que toutes les associations, vous connaissez le dispositif, de Nouvelle-Aquitaine, en fait, dont c'est le métier, enfin voilà, c'est la mission, d'accompagner et de faire le diagnostic de l'association sur tous les sujets, que ce soit la gouvernance, le développement, les partenariats. Et aujourd'hui, certains DLA ont intégré des notions numériques, mais pas tous, et pas à toutes les dimensions, et pas dans la globalité. Et en fait, faire un diagnostic numérique, en plus de faire un diagnostic sur la gouvernance, par exemple, je pense que ça n'a pas trop de sens. En fait, le numérique, on l'a dit, il est vraiment à tous les aspects de l'association. Et du coup, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir avoir des dispositifs comme ça, qui aujourd'hui se posent la question d'intégrer les diagnostics numériques pour pouvoir accompagner l'association dans ses débuts de réflexion. Et une fois que tout ça est bien en place et qu'on a un plan d'action qui est bien fléché, pour moi, la solution du mécénat peut vraiment en découler une fois qu'on a bien fait ce travail préalable. Et du coup, les DLA, l'accompagnement n'est pas financé. Enfin, c'est gratuit. Sur la partie des coûts, effectivement, les coûts, généralement, ils se résument en 3 choses. Il y a le coût financier, bien entendu, il y a le temps, et puis il y a les compétences. Et en fait, si on creuse bien, le seul vrai coût, c'est la compétence. C'est-à-dire que ça coûte de l'argent parce qu'on n'a pas la compétence, et très souvent, on surestime la compétence dont on a besoin. Donc là, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est effectivement de faire un audit du besoin. D'accord, nous, on fait de l'audit pour des associations sur leurs réseaux sociaux, sur leur site web, des choses comme ça, et savoir comment est-ce qu'on peut le faire vivre. Et le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est en fait travailler par capillarité. C'est-à-dire, faites intervenir dans vos associations. Si vous pouvez trouver des bénévoles, c'est bien entendu le rêve absolu, mais même faites venir un stagiaire, faites venir quelqu'un en VIE, faites venir quelqu'un qui va pouvoir, en restant un petit peu dans votre association, et qui lui vit ces problématiques-là, parce que pour lui c'est naturel, de la même façon que Monsieur Jourdain, il ne sait pas qu'il fait du SEO, mais en fait du référencement naturel, mais en fait il en fait. L'idée c'est ça, il faut se frotter un petit peu à ces gens-là, et comprendre effectivement leur mode de fonctionnement, leur mode de raisonnement, de telle façon à s'accaparer un petit peu de ces réflexes-là. Et vous apercevrez qu'il n'y a pas besoin d'avoir un niveau très très poussé, de telle façon à pouvoir être relativement autonome sur le sujet. Et peut-être que de temps en temps, il faudra faire appel à des compétences qui, cette fois-ci, auront un vrai coût, mais de manière beaucoup plus ponctuelle que ce que l'on imagine. C'est toujours délicat de parler
de ces questions-là. Juste, moi, j'ai deux choses. Nous, on constate sur les actions de ce qu'on appelle solidarité numérique, etc., qu'il y a énormément aujourd'hui de fondations qui s'engagent sur du financement de projets. Il y a la fondation AFNIC, notamment, pour la solidarité numérique, etc., et qui soutiennent beaucoup justement les initiatives associatives sur ces questions-là. Sur la question de la montée en compétences, nous, ce qu'on essaye de promouvoir, c'est une initiative qui s'appelle le chèque culture numérique, qui est une initiative ça fonctionne comme un... Ça s'est éteint. Ça fonctionne comme un... Je pense que je peux parler sans, mais... Ça fonctionne comme un chèque déjeuner. L'idée, c'est que une organisation qui a un intérêt à faire en sorte que quelqu'un soit mis en compétences numériques, soit accompagné dans une formation numérique, puisse acheter des chèques, puisse les distribuer à des bénéficiaires. Donc nous, on travaille pour que ce soit notamment des collectivités locales, des opérateurs de services publics, des entreprises, etc., qui ont tous des intérêts alors divergents, hein, former des citoyens, former des usagers, former des futurs clients potentiels, etc., puissent donc acheter ces chèques, les distribuer à des bénéficiaires qui sont cibles dans leurs actions à elles, et que donc munis de ce chèque, donc de ce carnet de chèque numérique, on puisse aller se former dans un lieu, un lieu qui serait labellisé sur la base de services qu'ils proposent, qui sont de qualité professionnelle, etc. Et donc ce lieu, en contrepartie de la formation proposée, il est rétribué à la hauteur de la valeur du chèque, et la personne est donc, peut profiter de l'accompagnement, et donc déjà d'une réassurance sur ces questions numériques, parce que quand on apprend, ça nous donne aussi confiance sur la maîtrise, et donc un peu moins sur les risques. Enfin, on a un peu moins peur des risques ou de la complexité, etc. Donc ça, c'est un dispositif qu'on accompagne à l'essaimage national, qui a été initié par un acteur aquitain qui s'appelle Médiacité. Le chèque culture numérique, il s'appelle le chèque culture numérique haptique. Et nous, en fait, l'idée qu'on a au sein de la mission Société numérique, c'est de se dire que ça, c'est un des outils qui a été expérimenté. On a expérimenté le dispositif. On l'a expérimenté sur la réalisation sur la mise en autonomie dans la réalisation de démarches administratives. C'est-à-dire que les personnes qui allaient au centre des impôts dans 3 départements et qui disaient ne pas être en capacité de faire leur déclaration, parce que vous le savez, aujourd'hui c'est de plus en plus obligatoire, et c'est même très obligatoire aujourd'hui de faire sa déclaration en ligne, qui disaient ne pas être en capacité de le faire. Donc ils recevaient un carnet de chèques de 5 chèques avec une valeur de 10 € chacun. Et ils avaient la référence de lieux en proximité de chez eux et du centre des impôts pour aller se former. Et ces lieux-là, donc c'était des espaces publics numériques qui étaient labellisés, etc., faisaient un accompagnement. Et donc il y a 300 personnes qui ont été accompagnées dans le cadre de cette expérimentation. Et il y a 80% des personnes qui ont été accompagnées qui se déclaraient complètement autonomes. Suite à la pratique de ces ateliers, ces formations, pour déclarer seuls leur démarche en ligne. Et pourtant, c'était des usagers qui étaient plutôt éloignés du numérique. Et donc nous, on travaille justement à ce que cet outil, qui est un outil de financement, mais aussi un outil d'un peu d'organisation territoriale de l'accompagnement numérique, soit essaimé dans d'autres situations que la simple démarche en ligne. Et on peut très bien imaginer que, je sais pas, une collectivité, une mairie qui a une forte réseau associatif se dise qu'un des enjeux, c'est un petit peu la transition numérique de ces associations, et que ce chèque soit utilisé parce qu'en plus ça bénéficie localement, puisqu'en fait c'est les structures qui localement font de l'accompagnement numérique qui bénéficient de ce type de financement. C'est un peu une réponse d'ailleurs aussi à la surmontée des réticences, justement, pour rejoindre la deuxième question. Alors je ne sais pas s'il y a des compléments peut-être justement par rapport à cette deuxième question sur comment on surmonte les résistances dans l'usage au numérique.
Sur le comment, c'est toujours la gestion du changement hein, qui est ultra compliquée. Par essence, nous, humains, on est rétifs au changement parce qu'on pense que ça nous met en zone de danger. Ça nous fait peur tout de suite. Et d'autant plus quand on ne connaît pas. On en revient aux notions de compétences tout à l'heure. Si on n'a pas les compétences, on se dit que aller sur des choses qu'on ne maîtrise pas, c'est dangereux. Par contre, le point qu'on peut appuyer, c'est que si on ne le fait pas, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, par exemple, donc, Journée mondiale du bénévolat, nos bénévoles, aujourd'hui, ils nous regardent avec une attitude qui est une attitude de consommateur. C'est-à-dire qu'ils nous comparent. Et ils se disent, si je vais dans telle association, avant, on avait un aspect extrêmement local, géographique. J'allais à l'association qui était en bas de chez moi ou à laquelle je pouvais accéder facilement. Aujourd'hui, il y a une vraie lecture, une vraie grille de lecture des bénévoles qui se disent, si je vais dans cette association-là, qu'est-ce qu'on me met à disposition qui rende mon action de bénévole beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable, beaucoup plus conviviale. Et donc, si on ne met pas en place justement des choses qui, bien souvent, passent par le digital de telle façon à faciliter, on parlait tout à l'heure d'intervention à distance, on parlait de tout un tas de choses qui vont pouvoir faciliter cela, si on ne le fait pas, il ne faut pas se leurrer. Les gens qui vont vous rejoindre au sein de l'association seront des gens qui n'auront pas les compétences, justement, que l'on recherche de telle façon à ce que par capillarité, elles s'instillent dans l'ensemble de l'association. Donc ça veut dire qu'il y a une entreprise super forte de séduction à mener, qui ne doit pas jouer de la cosmétique, mais qui doit être de dire, nous, il faut effectivement qu'on tende à rendre beaucoup plus facile l'action au sein de notre association, de telle façon à ce que des gens compétents cherchent à nous rejoindre. On parle souvent de la professionnalisation du bénévolat. On est exactement là-dedans. C'est-à-dire qu'on attend de plus en plus de nos bénévoles parce qu'on leur demande, on parlait tout à l'heure du juridique, on leur demande des choses qui sont de plus en plus pointues. Mais n'oubliez pas qu'eux aussi nous regardent sous ce filtre-là en se disant qu'est-ce que je vais trouver dans cette association-là? Et si je vais dans tel autre qui travaille sur le même sujet ou un sujet proche qui répond en tout cas à mes valeurs, est-ce que ce ne sera pas plus simple? Est-ce que ce ne sera pas plus intéressant? Alors, sauf s'il y a vraiment une question brûlante, il est 21h, donc je vous propose de conclure cette soirée. Merci une fois encore à nos intervenants pour vos apports tout au long de cette table ronde. C'était vraiment, je trouve, très, très enrichissant une fois encore. Merci à vous d'avoir suivi cette rencontre débat. Peut-être juste quelques mots sur les prochains rendez-vous de la Fonda. Tout d'abord pour vous dire que qu'en prolongation du sujet de ce soir, le prochain numéro de la Tribune Fonda qui sortira en février, il y a encore un petit peu de temps, mais j'annonce d'ores et déjà, portera sur la question justement du secteur associatif au cœur des nouveaux métiers. Donc on aura vraiment un éclairage sur toutes les transformations des métiers au sein du monde associatif, au-delà d'ailleurs de la question du numérique. Dans les grands prochains rendez-vous, donc comme je vous le disais, c'était la dernière rencontre Fondaprès de l'année 2017. Néanmoins, ce cycle reprendra l'année prochaine. Alors, la prochaine rencontre ne se fera non pas au mois de mars, mais au mois de juin, parce que, et là c'est vraiment le grand rendez-vous que je tiens à annoncer aussi, qui aura lieu donc les 22 et 23 mars 2018. Ce sera la nouvelle édition de l'Université de prospective de la Fonda, qui se tiendra à l'Alpajol, donc sur Faire Ensemble 2030, avec comme toile de fond la question des objectifs de développement durable et une approche prospective de ces enjeux d'objectifs de développement durable. Alors évidemment, si vous êtes abonné à notre newsletter, vous aurez plus d'informations là-dessus dès le début de l'année prochaine sur des supports qui seront renouvelés. J'en dis pas plus, mais voilà, il y aura aussi plein de... voilà. Alors ils sont déjà numériques quand même, mais on va dire qu'on va renforcer encore notre stratégie numérique et la qualité de nos outils numériques. Donc voilà, j'en dis pas plus à ce stade-là, mais en tout cas, vous aurez plus d'éléments là-dessus. Donc merci encore pour votre attention et puis... je vous souhaite d'ores et déjà une bonne fin d'année. Merci.